Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois encore dans le MAG sur School TV. Vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Et c'est une première aujourd'hui, c'est parti pour le sommaire. C'est donc la première fois en l'espace de 3 ans que l'on va s'intéresser aux pesticides. Et il y a beaucoup à dire. Où les retrouve-t-on? Pourquoi sont-ils aussi dangereux? Que dit la loi? On s'intéressera également au combat que mènent plusieurs associations. Les pesticides et leurs effets nocifs sur la santé. Quel impact justement sur notre santé? Pourquoi les enfants sont-ils plus exposés que les adultes? Comment mieux les protéger? Quelle prévention? Élément de réponse là aussi dans un instant. Et puis il y a une loupe, comme à chaque fois. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de l'association Avenir Santé Environnement en Charente-Maritime. Dans un instant. Et je vous présente mon invité François Veyrette. Bonjour, depuis Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Génération Future et co-auteur notamment de Pour en finir avec les pesticides, des solutions pour y parvenir. C'est aux éditions Terre Vivante. Je parlais de Génération Future. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce qu'est Génération Future, s'il vous plaît? Alors, Génération Future est une association loi 1901 qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui travaille depuis l'origine sur à la fois pour informer sur la dangerosité des pesticides et d'autres produits chimiques d'ailleurs, et aussi faire la promotion des alternatives qui permettent de se passer de tout ou partie de ces produits chimiques ou pesticides dangereux. François Veyrette, sur un plan plus personnel, quand avez-vous commencé votre combat contre les pesticides? J'ai commencé ce combat contre les pesticides au début des années 90, après une rencontre avec un agronome de l'INRA qui s'appelait Georges Tutain, malheureusement décédé aujourd'hui, et qui avait, lui, toute sa vie, mis en œuvre des stratégies agronomiques pour se passer des pesticides avec succès, aussi bien en France qu'en Afrique du Nord. François, quand on évoque les pesticides, on parle de quoi plus précisément? Alors, les pesticides, littéralement, ça veut dire les produits qui vont tuer les pestes, enfin les ravageurs. C'est un terme générique pour désigner des produits chimiques qui vont tuer des herbes, donc les herbicides, des insectes, les insecticides, des champignons, les fongicides, les nématodes, les nématicides, etc., les rats, les raticides. Enfin bref, ce sont des produits dangereux conçus pour se débarrasser d'êtres vivants qui peuvent être des entraves au développement des cultures. Alors ça, ce sont les pesticides agricoles. Il existe aussi des pesticides qui sont utilisés dans d'autres contextes pour lutter contre par exemple des moustiques ou pour traiter des animaux. Mais là, la grosse utilisation des pesticides en France et dans le monde, sont quand même des pesticides à usage agricole. En France et dans le monde, on les retrouve partout, ces pesticides, ils sont partout? Oui, ils sont absolument partout. On trouvait des pesticides dans l'eau, des nappes phréatiques, dans l'eau des robinets, très fréquemment. Il y a eu de nombreuses publications ces dernières années, sous forme de résidus dans les aliments qui sont traités avec des pesticides de synthèse. Et puis, in fine, dans les écosystèmes, ils sont très présents, jusqu'à être présents dans l'organisme de à peu près l'ensemble des êtres humains. Comment l'humain, justement, est exposé à tous ces pesticides et pourquoi les enfants semblent y être encore plus sensibles, y être plus exposés? Alors, les enfants, ça va être plus exposés parce qu'ils vont manger plus de certains fruits et légumes par kilo de poids de corps, en se rapportant à leur kilo de poids de corps. Et d'ailleurs, dans les modèles officiels de consommation qui sont employés par les agences, notamment européennes, on s'aperçoit que c'est pris en compte et il y a une surconsommation de certains aliments qui peuvent être contaminés par des résidus de pesticides. Ils sont aussi plus exposés parce que les plus jeunes d'entre eux se déplacent à quatre pattes, par exemple, portent les mains à la bouche plus fréquemment. Et puis, les modèles d'exposition de la population, en fait, sous-estiment l'exposition des enfants. On juge, par exemple, qu'un enfant de 14 ans pèse 60 kg. Or, il pèse bien souvent beaucoup moins que 60 kg. Donc, quand on fait le calcul de son exposition rapportée à 1 kg de poids de corps, en fait, les calculs officiels sous-estiment son exposition. Et c'est la même chose pour les enfants de moins de 3 ans. On estime que de 1 à 3 ans, les enfants pèsent 10 kg, souvent ils en pèsent beaucoup moins. Donc en fait, les calculs d'exposition par kilo de poids de corps sous-estiment l'exposition réelle. Donc ça, c'est un vrai souci, d'autant plus que les enfants sont plus sensibles à certains pesticides que des adultes d'un certain âge, comme moi par exemple, parce qu'ils sont des organismes en plein développement. Et les pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, enfin ceux qui le sont, un perturbateur endocrinien, c'est des substances chimiques qui vont perturber le système hormonal, auront un effet bien plus important, alors soit sur le fœtus directement dans le ventre de la maman, soit chez les jeunes enfants. Quand on parle d'exposition, on parle aussi bien de respiration que de contact avec la peau?
Oui, contact avec la peau, respiration, ingestion sous forme de résidus dans l'eau. Et des sources les plus importantes, c'est l'ingestion aussi alimentaire sous forme de résidus variables selon les aliments, mais Et, ça, c'est important. pardon François, les pesticides, on les retrouve aussi dans l'air. Oui, on retrouve les pesticides dans l'air. À nous, chez Génération Future, on a mis en place des campagnes d'analyse de l'air depuis 3 ans. Et on en trouve, on s'aperçoit beaucoup plus dans les zones proches des champs, mais pas seulement juste à côté des champs, plusieurs dizaines de mètres, voire même plus de distance des champs. On va en trouver en quantité toujours importante dans l'air, ce qui pose le problème de la cohabitation entre les zones résidentielles et l'activité agricole. Là où on a des zones effectivement qui se touchent, on a un vrai problème, puisque là on a une frange de la population qui est particulièrement exposée par voie aérienne aux pesticides. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour concilier à la fois l'activité agricole, qui est vitale, et puis l'activité résidentielle, qui est elle aussi absolument vitale pour les gens qui habitent dans ces zones. Et du coup, sur les chiffres, sur les données que l'on possède aujourd'hui en 2024 en France et que vous avez, quand on regarde avec attention ces études, il y a une vraie différence entre les enfants qui vivent en ville et ceux qui sont plutôt en zone rurale. Alors oui, les villes ne sont pas complètement absentes de résidus de pesticides dans l'air. Il y a eu des tas d'études de réalisées, notamment en Île-de-France, qui montrent que même au cœur de Paris, on va trouver quelques résidus de pesticides dans l'air quand même. Mais disons qu'on en trouve, ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qu'on va trouver en zone de culture. En nombre, et alors en concentration, c'est beaucoup plus faible évidemment, puisque quand on est dans les 100 premiers mètres à côté des zones cultivées, là, on a les teneurs, les concentrations dans l'air qui sont maximum. Si vous ajoutez à ça le fait qu'on peut aller aussi s'exposer aux pesticides en étant dans l'herbe, les enfants après touchent l'herbe qui peut être contaminée, portent leur doigt à la bouche. Si on ajoute à ça l'exposition par les légumes du jardin, qui n'est pas non plus prise en compte dans les modèles de calcul d'exposition, oui, ça peut faire quand même une exposition réellement importante de ces populations. Alors c'est un sujet qu'il ne faut pas traiter dans la panique, mais qu'il faut traiter pour organiser l'activité agricole sur le territoire et en cohabitation avec les gens qui habitent dans ces zones. Et il y a des zones de non-traitement qui ont été mises en place il y a quelques temps. Alors elles sont très insuffisantes, à ces quelques mètres, 3 à 5 mètres. Enfin 5 à 10 mètres, on peut réduire de 3 à 5 mètres. C'est beaucoup trop faible pour réellement protéger la population. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le principal syndicat agricole, la FNSEA, demande finalement qu'on revienne sur ces quelques mètres qui servent à protéger la population. Donc ça, c'est un vrai sujet de santé publique sur lequel il faudra renforcer l'action publique pour avoir des distances plus importantes, quitte à indemniser de manière... Sécurité, ce serait quoi la distance plus importante justement, qui permettrait d'avoir une meilleure prévention, une meilleure sécurité pour nos enfants ? On pense qu'une centaine de mètres, ça permettrait de réduire de manière considérable l'exposition de la population aux pesticides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'agriculture sans mettre autour des maisons, mais ça veut dire qu'il faudrait aider la conversion à l'agriculture biologique dans ces zones-là, comme on l'a fait par exemple dans les zones d'alimentation de captage. Il y a eu beaucoup d'actions menées avec le soutien des agences de l'eau pour favoriser la conversion des zones de protection des captages à l'agriculture biologique. On pourrait faire la même chose. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien sûr, mais en favorisant la conversion de l'agriculture à l'agriculture biologique. Ça peut passer par des échanges de terres aussi entre producteurs, de façon à ce qu'on ait des zones tampons entre les zones où on utilise des pesticides de synthèse dangereux et les zones habitées. Puis plus largement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte qu'enfin l'agriculture française puisse réduire fortement son utilisation de pesticides. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le plan de réduction des pesticides a été un échec et les dernières décisions gouvernementales sur ce sujet ont consisté à changer l'indicateur pour faire croire que par un calcul un peu biaisé, on va voir les chiffres diminuer, mais ce n'est pas l'utilisation qui diminuera. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Il y a un vrai sujet pour les prochains gouvernements dont on tarde d'avoir l'installation en termes de santé publique et d'agriculture, mettre en place un réel changement des pratiques agricoles dans ce domaine. Et François, il existe encore en France beaucoup de lieux de vie comme des écoles trop proches de zones de traitement ? Oui, les écoles peuvent se situer dans des zones où on utilise des pesticides.
Voilà, il y a des règles qui font que normalement on ne doit pas pouvoir utiliser ces produits en présence des enfants, mais vous savez, l'exposition, elle ne se limite pas au moment où on pulvérise, puisque même si on a pulvérisé, par exemple, tôt le matin, avant l'ouverture de l'école, vous avez encore une réévaporation des produits qui peut aller exposer la population, et là, c'est à côté d'une école, des écoliers, même à quelques dizaines de mètres du champ. Donc, dans ces zones-là, il faut traiter toutes les zones habitées comme des zones où vivent des enfants, puisque dans une école, bien sûr, il y a des enfants par définition, mais dans un foyer, dans une maison d'habitation, il peut y avoir des enfants aussi. Donc, en fait, il faut essayer de généraliser les mesures et pas les cantonner aux seules zones accueillant des enfants pendant la journée. Est-ce que l'information est assez diffusée, justement, auprès de ces écoles, d'après vous, qui sont proches de zones qui sont en culture? Vous parliez tout à l'heure de zones qui sont parfois pulvérisées avec des pesticides. J'imagine que les enfants, les élèves, même s'ils vont se promener quelques heures après cette pulvérisation, ils récupèrent tous ces pesticides sur leur t-shirt, j'imagine, non? Et le lavage ne se fait peut-être pas derrière, non? Mais alors, la première mesure, c'est qu'effectivement, ils ne soient pas exposés à des pulvérisations directes, parce que là, c'est les quantités qui seraient plus importantes. Donc, il y a des mesures maintenant qui sont prises pour ça, parce que on doit éloigner les pulvérisations. Et puis, localement, dans beaucoup de cas, il y a quand même des accords qui font en sorte qu'il y ait une information préalable. Donc, normalement, on ne doit pas avoir de pulvérisation dans des écoles quand les élèves, par exemple, sont en récréation, là où ils risquent d'être exposés à l'extérieur. Mais bon, dans la réalité, les mesures d'information ne sont pas toujours suffisantes. C'est un vrai sujet. Et puis, effectivement, même en décalant, une fois que les pesticides sont présents par terre, etc., on va jouer au ballon, on récupère le ballon, on en a sur les mains, etc. Donc c'est une exposition qui est réelle aussi, qui vient s'ajouter à d'autres. Et on pourra résoudre ce problème, je pense, qu'en éloignant les zones où on pulvérise des pesticides de synthèse de ces écoles et des autres lieux de vie, parce que sinon, l'information, c'est toujours bien, ça va réduire effectivement l'exposition directe, mais ça ne résout pas le problème dans son intégralité. Donc, il y a un vrai challenge. On doit augmenter la surface agricole en agriculture biologique. Ça fait partie des différents plans gouvernementaux depuis des années. Autant essayer de prioriser ces zones qui vont être converties à l'agriculture biologique dans des zones proches des habitations et notamment des écoles également. Quels sont les effets sur la santé ? Alors, on sait maintenant beaucoup de choses sur les effets des pesticides sur la santé. Il y a eu notamment un énorme rapport de l'INSERM publié, il y a eu 2 éditions, une en 2013 et l'autre en 2020, je crois, basé sur une revue de la littérature scientifique internationale complète, donc des milliers d'études, qui montrent que l'exposition à des pesticides peut être liée à toute une série de cancers, des maladies neurodégénératives, voilà, des problèmes de développement pour le fœtus, etc. Donc des maladies qui sont des maladies graves, qui ont un coût important en termes de santé publique. Et d'ailleurs, les différentes sociétés savantes ont commencé à chiffrer ces impacts. Et pour l'Europe, par exemple, la Société internationale d'endocrinologie a chiffré les coûts directs et indirects de l'exposition à des pesticides perturbateurs endocriniens, juste par cet aspect-là, à plus de 120 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable, hein. Et alors c'est des coûts directs de santé, mais également les pertes de production qui s'en suivent, les pertes de chance, tout ça, ça peut être chiffré par des modèles mathématiques. Et donc vous voyez que ça a un impact tout à fait considérable, 120 milliards d'euros par an pour l'Europe, ça fait une dizaine de milliards par an pour la France, c'est considérable. Donc il y a beaucoup de gains sociétaux à attendre d'une politique volontariste de réduction de l'usage des pesticides. Et alors, en fait, cette politique devrait marcher sur ces 2 jambes, c'est-à-dire à la fois réduire l'usage des pesticides globalement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et puis aussi retirer du marché les substances les plus dangereuses. On en a encore malheureusement un peu trop de dangereuses, même s'il y a eu des progrès ces dernières années, notamment grâce à l'Union européenne. Il reste encore des substances dangereuses qu'il faut exclure. Donc un travail sur 2 dimensions, à retirer les substances vraiment dangereuses qui sont encore là, et puis globalement, de toute façon, apprendre à diminuer la dépendance de notre système agricole aux pesticides chimiques. Et comment l'apparition de ces maladies a-t-elle évolué depuis la création de Génération Future en 1996 ? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, puisque la perception qu'on a des maladies liées à l'exposition aux pesticides, elle varie avec l'état des connaissances. Et comme l'état des connaissances a augmenté depuis 20 ans, 25 ans,
on voit une augmentation des signalements de telle ou telle pathologie en lien avec les pesticides. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, c'est parce que maintenant on a acquis les connaissances qui nous permettent de dire qu'il y a un lien ou une présomption de lien entre l'exposition aux pesticides et ces maladies. S'il y a quelque chose qui augmente, donc c'est la certitude qu'il y a un lien, qu'il y a un problème de santé publique lié aux pesticides. C'est pas nous, association, qui le disons, c'est l'INSERM, qui est la recherche médicale publique française, et qui d'ailleurs, dans beaucoup de dossiers maintenant, dépose pour attester de ce lien sur lequel ils ont pu enquêter. Donc ce qui compte maintenant, c'est pas seulement de dire bah voilà, il y a un lien, c'est terrible. Ce qu'il faut, c'est agir pour que la situation s'améliore. Donc avec toutes ces connaissances, si vous voulez, ces connaissances nous obligent normalement à une action publique pour réduire notre utilisation de pesticides. C'est pour ça qu'on est assez désolé de voir que, notamment au moment de la crise agricole en début de cette année 2024, on a plutôt vu des reculs du gouvernement sur ces politiques-là, moins de volontarisme pour aller vers une réduction des pesticides, affaiblissement de l'indicateur utilisé, etc. Un peu sous la pression des syndicats agricoles, alors que les intérêts du reste de la société sont également aussi importants, et que ça passe par une politique de réduction de l'usage des pesticides qui, ces 15 dernières années, a été portée conjointement et par la gauche et par la droite. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe à avoir une certitude, des connaissances très élevées aujourd'hui sur les liens entre pesticides et santé, et voir finalement une politique gouvernementale qui a été en recul sur ces questions dernièrement. On espère que ça va changer dans un avenir proche. Oui, ça ne stagne pas, c'est même en recul, vous dites, François Verrette. Comment vous expliquez ce manque de volonté politique, alors qu'il y a de nombreux épisodes qui ont jalonné effectivement la vie française, avec mais quelques scandales parfois concernant des enfants? Alors, la politique n'est pas une science exacte, donc je ne vais pas donner d'explication tout à fait peut-être satisfaisante. Toujours est-il que... Mais on a je pense qu'au début d'année, il y a eu très fort... On a quand même le sentiment, François Verrette, qu'à chaque fois, ça marche un peu comme ça, c'est vrai en France, excusez-moi, qu'à chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire ou qu'il y a des problèmes, que ce soit avec des pesticides ou d'autres, on fait de nouvelles lois, on décide d'agir. Et encore une fois, je le disais, ce ne sont pas les exemples qui manquent concernant les pesticides, à commencer par effectivement ce qui s'était passé en Gironde avec tous ces élèves qui avaient été empoisonnés, intoxiqués. Et on n'a quand même pas le sentiment que les choses avancent. Alors effectivement, les choses depuis 10 ou 15 ans n'ont pas réellement progressé. On n'a pas réellement réduit l'usage des pesticides en France depuis 10 ou 15 ans. Ça, c'est un fait. Le progrès qui est intervenu, c'est le retrait d'un certain nombre de substances dangereuses au niveau européen. Encore une fois, je le répète, c'est l'Union européenne qui a fait le boulot grâce à une nouvelle réglementation qui date de 2009. Donc ça, on le salue. C'est pas la fin de l'histoire, malheureusement. Il y a encore d'autres substances à retirer. Puis il faut globalement, comme je le disais, diminuer l'usage des pesticides. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, la pression du monde agricole, alors dans un contexte politique, on avait des gouvernements qui n'avaient pas vraiment de majorité au Parlement, etc., donc un peu fragile, a été beaucoup plus importante que les protestations du monde associatif. Alors nous, bien sûr, on n'a pas de tracteur pour bloquer Paris, c'est peut-être lié à cela. Et le gouvernement de M. Attal a reculé très rapidement suite à ces attaques de la FNSEA, pour ne pas la nommer, sur l'ensemble des sujets agricoles, mais en particulier sur celui-ci en ce qui me concerne. Donc nous, on regrette vraiment que l'intérêt général n'ait pas été pris en compte sur cette question en particulier, puisque en fait le fait de changer l'indicateur du plan de réduction de l'usage des pesticides, c'est pas juste un détail technique. Ce changement d'indicateur, finalement, il va donner à voir demain des baisses de cet indicateur qui ne correspondront pas à des baisses d'usage des pesticides dans le pays. Donc c'est un indicateur qui est un peu menteur et qui va rassurer la population sans vraiment changer, même sans changer du tout les pratiques dans la réalité. Donc ça, c'est tout sauf une bonne réponse. Une bonne réponse consisterait à réellement changer les pratiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais le plan de réduction de l'usage des pesticides, moi j'ai participé à ces travaux depuis le début, en 2008. Ça fait 15 ans qu'il existe et en 15 ans, on n'a pas fait de progrès. Maintenant, il faut que ça change. Quelles sont vos dernières victoires pour rester positif? Alors, heureusement, on a des victoires. On a obtenu, par exemple, ces zones de non-traitement autour des habitations qui sont trop faibles, je le répète, mais avant, il n'y avait rien. Avant, c'était 0 mètre. Aujourd'hui, on a obtenu de 5 à 10 mètres qui peuvent être réduits dans certaines conditions. C'est un
premier pas, bien sûr très insuffisant, il faut aller au-delà, il faut agrandir notoirement ces distances-là. On a obtenu le retrait d'un certain nombre de substances actives du marché ces dernières années, notamment on a obtenu l'interdiction des néonicotinoïdes en France, tous, par des lois successives. Donc les néonicotinoïdes, ces insecticides très toxiques, tueurs d'abeilles. Ça, c'est quand même un vrai progrès. On a obtenu aussi le fait qu'il y ait une obligation d'information en cas de pulvérisation de pesticides. Mais encore une fois, vous n'avez jamais des victoires à 100%. Le principe, on l'a obtenu, mais les modalités d'application sont encore insuffisantes pour réellement informer la population. Donc, ce n'est pas un sujet qui est réglé aujourd'hui. Ça veut dire que malgré ces premières victoires, il faut continuer pour pouvoir progresser et progresser rapidement dans les mois et les années qui viennent. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, tu nous parles du combat mené par les membres de l'association Avenir Santé Environnement. Oui, et ses parents, pour la plupart, sont originaires de Charente-Maritime et se considèrent comme de véritables lanceurs d'alerte. On les écoute raconter la jeunesse de leur projet. L'association a été créée suite à plusieurs cas de cancer pédiatrique sur Saint-Rogatien notamment. Et elle a été créée autour d'une famille, la famille de Pauline Brion, qui est maintenant décédée. En mars 2018, elle est tombée malade. On est allé en pédiatrie à La Rochelle. Et là, on nous a annoncé qu'elle avait une leucémie. Quelques années auparavant, ma fille, qui était scolarisée à l'école de Saint-Rogatien, a eu 2 de ses petits camarades qui avaient eu des cancers. Et en fait, quand il y a eu le cas de Pauline, on a une amie commune qui a lancé un peu un message pour dire c'est pas normal, là faut qu'on se renseigne pour qu'on comprenne pourquoi il y a ça. Et ça a commencé à poser beaucoup de questions, y compris du côté du corps médical, puisque le CHU de Poitiers, en voyant Pauline arriver, a déclenché une alerte auprès du registre des cancers de Poitou-Charentes. Il y a un des médecins oncologues à Poitiers nous a alertés, nous a dit qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient de La Rochelle, des enfants qui avaient des cancers. Et suite à cette alerte, une étude de l'INSERM a révélé un risque accru de cancer pédiatrique chez les jeunes de 0 à 24 ans. En réponse, l'Agence régionale de santé a envoyé des questionnaires aux habitants concernés pour mieux comprendre leurs habitudes de consommation. Et puis, silence radio, d'où la mobilisation de ces habitants de Charente-Maritime. Entre l'agriculture et l'industrie, Avenir Santé Environnement dénonce un effet cocktail. L'association estime que beaucoup ignorent les risques auxquels ils sont exposés. L'une de leurs actions majeures a été de lancer une campagne de détection pour vérifier la présence de polluants dans l'organisme des enfants vivant dans la plaine d'Aunis en Charente-Maritime. Ce projet, baptisé Next pour nos enfants exposés aux toxiques, a permis de tester 70 mineurs âgés de 3 à 17 ans résidant dans 6 communes de l'agglomération rochelaise. Et avec ces tests capillaires et urinaires, il est possible de détecter des molécules, notamment des pesticides, afin de comprendre ce que respirent ces enfants, à quoi ils sont exposés et dans quelle proportion. Les résultats de ces analyses sont encore attendus. François, cet effet cocktail mentionné, c'est aussi ce que vous dénoncez ? Oui, bien sûr, parce que nos organismes ne raisonnent pas de manière sectorielle. Si vous êtes exposé dans la journée à 30 pesticides différents, 5 plastifiants, 12 PFAS, 5 retardataires de flamme, les effets seront les effets cumulés de tout ça. Et on sait dans bien des cas que les effets peuvent s'additionner, voire même plus, ils peuvent se potentialiser, là où on a vraiment une explosion des effets, pas seulement une addition. Donc ça, c'est une science relativement récente qui nous le montre. Et la réponse à ça, comme dans le cas là, de Saint-Rogatien, c'est vraiment la prévention par l'application réelle du principe de précaution. Si vous voulez, pour savoir pour un individu donné quelle est vraiment la cause du cancer, par exemple, qu'il va développer, c'est extrêmement difficile parce que vous allez devoir retracer l'ensemble de l'exposition pendant des années et des années. Donc souvent, c'est même compliqué de savoir exactement à quoi on a été exposé. Et donc, il y a toujours une zone d'inconnu. Donc souvent, ça donne des résultats qui sont décevants et les agences qui sont chargées de ça, finalement, à la fin, livrent des rapports qui ne concluent pas. Alors qu'il faudrait agir complètement à l'envers. C'est pas normal d'avoir des clusters de cancer pédiatrique. Et bien, il faut face à ça mettre des mesures de prévention
basé sur le principe de précaution, c'est-à-dire diminuer l'ensemble des rejets industriels, agricoles dans cette zone, et aussi faire travailler les gens sur leur environnement intérieur, parce qu'on peut aussi s'exposer à travers les objets qu'on va acheter chez soi, hein, les moquettes, les peintures, les plastifiants, les bois agglomérés, etc. Donc c'est l'ensemble de ces mesures-là qui vont faire qu'on va diminuer l'exposition de la population et que donc il y aura un résultat positif, j'en suis absolument sûr, très rapidement. Si on appliquait ces mesures de prévention au niveau national, on verrait un certain nombre de maladies chroniques comme les cancers baisser très rapidement. Mais justement, et effectivement, vous l'évoquez un petit peu, et je reprends le cas d'Alix, quel rôle devrait jouer l'ARS, l'Agence régionale de santé, justement en termes de prévention et même d'enquête dans ce cas-là? Alors, en termes d'enquête, c'est toujours très complexe de faire émerger une cause unique quand vous étudiez une zone, parce que soit la zone est faible, vous allez réussir à faire une enquête précise, mais votre enquête n'aura pas de poids statistique. On dira, oui, ok, on a trouvé des trucs, mais ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas de poids statistique. Soit vous élargissez la focale pour avoir une plus grosse population étudiée, et là, vous allez avoir du poids statistique, mais en élargissant la focale, vous allez diluer des effets qui sont présents dans certaines zones et pas présents dans d'autres. Là, vous ne verrez rien non plus. Donc, en fait, la statistique, l'outil épidémiologique n'est pas forcément toujours adapté. Nous, on pense qu'il faut appliquer le principe de précaution en première intention. Quand vous avez repéré qu'il y a des facteurs de risque dans l'environnement, vous n'allez pas attendre d'être complètement sûr que c'est lié à tel cas de monsieur X ou mademoiselle un tel pour agir. Il faut agir a priori pour de toute façon faire diminuer ces pathologies. Et on devrait aujourd'hui le faire en France parce qu'on s'aperçoit qu'on a une épidémie de cancer, par exemple, qui explose depuis une trentaine d'années. On est à plus de 400 000 nouveaux cas de cancer tous les ans et ça augmente régulièrement. Donc il y a des causes environnementales à ça. La population n'est pas de plus en plus fragile comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et donc mettre en place des grandes politiques de santé environnementale, non seulement localement mais nationalement, c'est ça la solution. Ça passe par une réduction de l'usage des pesticides, la sortie des composés perfluorés, etc., etc. Une action sur la santé chimique au niveau général. Et ça, c'est une politique gouvernementale qui devrait être transversale entre les ministères de l'Environnement, de la Santé, de l'Industrie, de l'Agriculture. Et c'est ce type de politique vraiment volontariste qui serait un investissement pour le coup pour l'avenir, pour le moyen et long terme, qu'on n'arrive pas à mettre en place. Voilà. Parce que, si vous voulez, localement, les ARS sont pas... Elles ont un travail à faire, évidemment, de détection, d'aide, mais elles ne peuvent pas remplacer une politique nationale ambitieuse sur ces questions. C'est sur ce type de projet que Génération Future et d'autres acteurs alarment depuis des années et des années. On a un plan santé-environnement qui est encore notoirement insuffisant. Il y a des mesures sectorielles qui sont développées, mais on manque, si vous voulez, du grand ministère qui lancera une politique de santé environnementale qui serait l'égale de la politique de soins. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop anecdotique. D'ailleurs, le monde de la santé a déjà bien du mal à mettre en place le soin, on le voit, il y a des budgets insuffisants, des hôpitaux qui sont obligés de fermer par manque d'internes. Donc vous voyez que sur l'aspect de prévention par l'action dans le champ environnemental, je dirais c'est encore beaucoup plus embryonnaire parce que c'est un domaine un peu nouveau. Donc voilà, c'est ce qu'on attend d'un nouveau gouvernement, c'est qu'il mette en place une politique qui serait réellement moderne, d'anticipation de ces maladies, d'empêchement de ces maladies par un investissement et une politique réellement transversale pour diminuer l'exposition de la population en général à tous les facteurs de risque qu'on connaît, il y en a beaucoup, pour que dans 10 ou 20 ans, les chiffres du cancer, par exemple, baissent, les chiffres de l'infertilité baissent, etc., etc. Politique gouvernementale en net recul, vous l'avez effectivement rappelé. François, je ne peux pas m'empêcher de repenser au témoignage que vient de nous faire écouter Alix, effectivement, tous ces parents qui sont très dignes, effectivement, dans la douleur, des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on l'a compris, le combat est toujours aussi compliqué, voire peut-être encore plus compliqué, est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu moins seul? Est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de lanceurs d'alerte? Alors oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que des associations comme dans la région de La Rochelle font un travail formidable, les parents s'organisent. On entendait Franck Rinchet-Girolet, il en est un des exemples frappants. Aujourd'hui, les personnes n'acceptent plus ce type de situation sans demander des comptes, et c'est tout à fait normal. Donc il y a dans les territoires là où il y a des problèmes, de plus en plus d'associations qui se créent pour demander des comptes, et ça vient effectivement épauler complètement l'action d'associations nationales comme Génération Future, et on travaille d'ailleurs en bonne relation avec beaucoup d'échanges et de soutien mutuel. Et
on espère que justement cette conjonction entre la lutte d'associations nationales comme nous et puis des associations locales qui ont évidemment une légitimité à agir qui est très très forte et un investissement très fort également, on arrivera à faire bouger les choses. C'est, disons, un enjeu majeur pour les 10 prochaines années. Je voudrais prendre le pari que les choses vont changer, parce que cette réaction des associations ne va pas s'éteindre, elle va au contraire ne faire que croître et s'amplifier, parce que malheureusement les problèmes sont là et que les gens réagissent, heureusement cette fois-ci, de plus en plus face à eux. Et on n'attendra pas 10 ans pour faire un nouveau point d'étape avec vous, mon cher François. Merci beaucoup François Veilleret, porte-parole de Génération Future et co-auteur de Pour en finir, notamment pour en finir avec les pesticides, des solutions pour y parvenir, aux éditions Terre Vivante. Un grand merci à vous, merci pour cet éclairage. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Ciao.